Bon, il serait peut-être pas inintéressant ici d'insérer un propos hein, qui serve à illustrer un petit peu la distance qu'il y a à parcourir entre la société d'aujourd'hui et puis cette idée-là hein, d'une assemblée de la nature, qui est quand même une idée un peu éloignée de disons, des préoccupations institutionnelles aujourd'hui. Hein. Et ce commentaire-là est à l'effet que hein, dans l'histoire de ce qu'on peut appeler le progressisme, hein, des idées d'avancer la société puis d'aller de l'avant. Hein. Dans l'histoire de ces idées-là, jusqu'à maintenant, essentiellement, jusqu'il y a 20, 30, 40 ans à peu près, hein, la grande préoccupation des progressistes, hein, en Occident mais ailleurs dans le monde aussi, c'était de s'assurer hein, que nos États et que nos sociétés traitaient leurs citoyens avec un plus grand niveau d'égalité, avec un plus grand niveau d'humanité, avec un plus grand niveau en incarnant davantage ce grand idéal-là de la fraternité humaine. Hein. Autrement dit, c'était de mettre en place des idées de solidarité sociétale hein, qui ont garanti, ou du moins ont changé l'état même de nos sociétés. Hein. Donc, c'était essentiellement le grand mandat de la gauche, si on peut dire, hein, qui s'était donné comme objectif de faire ça. Hein. Bien sûr, dans notre système politique, hein, cette tendance-là a été marginalisée du fait de la constitution même du principe électoral, qui est un principe élitiste et qui est un principe, qui est un système qui a été forgé par et pour hein, l'intérêt, comme le soulignait d'autres auteurs plus connus que moi, Marx, hein, entre autres, qui disait que ça a été fait dans l'intérêt des bourgeois. Hein, donc, autrement dit, du capital, de l'argent. Hein, on peut moderniser un peu ce langage-là, là, mais essentiellement, hein, le système électoral a été fait avec une certaine perspective. Hein. Et donc, à l'intérieur de ce système-là, hein, les progressistes ont néanmoins tenté de changer les choses hein, et de se faire la voix, finalement, des personnes et des groupes sociaux à l'intérieur de nos sociétés qui étaient dans des situations plus difficiles. Il ne serait pas par ailleurs inintéressant de noter qu'il y a comme deux grandes tendances à l'intérieur même de cette tendance-là. Hein, deux approches, deux philosophies finalement, qui doivent se concilier dans une certaine mesure, mais on a vu, hein, et là il y a des raisons historiques importantes à ça aussi, hein, dans les dernières années, je ne sais pas combien de décennies, là, mais vraiment comment on dit en français, une dérive ou un shift, hein, vraiment une bifurcation vers une de ces deux formes-là hein, du mouvement progressiste. Et ces deux éléments-là hein, sont que les progressistes, puis même dans la manière que je l'ai décrit, je l'ai peut-être plus décrit dans la perspective un peu d'une de ces deux tendances-là. Hein. Il y a une des deux tendances qui va mettre l'accent sur aider les personnes, assister les personnes, être solidaire avec les personnes qui sont dans une situation d'exploitation essentiellement dans le système actuel, hein, qui sont dans une situation d'être démunis ou d'avoir moins ou d'être exploités en tant que travailleurs ou exploités en tant que sous-travailleurs, dans le sens qu'il y en a qui ont une protection qui est plus grande que les autres, hein, et qui vont donc, ils ont donc focalisé sur aider finalement, en gros, les pauvres puis la classe moyenne. Hein? Et puis se sont fait la voix finalement des personnes moins aisées dans nos sociétés. Bon, de manière illustrative, hein, je ne sais même pas si c'est approprié de dire ça ici, mais il y a une manière un peu comique que j'illustre cette dualité-là à l'intérieur du mouvement progressiste, et puis cette partie-là de la gauche qui est devenue pratiquement l'essentiel de la gauche dans notre société. Hein? Il n'y a pas grande formation de gauche qui ne se concentre pas sur cet élément-là, et il y a des raisons, encore une fois, dans le système électoral à ça. Hein? Parce que
ce discours-là, quand même, d'un point de vue électoral, c'est plate à dire, mais il peut se vendre. Hein? Il peut se vendre facilement parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui, s'ils vont voter, hein, ils vont reconnaître qu'il y a certaines formations qui sont là, qui sont en train d'essayer de les aider. Hein? Ou pas de les aider exactement dans le sens de la pitié, là, mais d'être là pour être des représentés, essentiellement. Hein? Et puis donc, dans le cadre un peu mercantile de la démocratie électorale, cette tendance-là a une base démographique, une base électorale sur laquelle elle peut tenter de compter. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui tentent de dénouer ça, puis d'éliminer ça, puis de jouer dans leur base, si on peut dire. Hein? Mais il y a d'autres forces politiques qui tentent de changer les choses, hein? Mais ils ont quand même une capacité un peu évidente, hein, de rendre service aux personnes qui sont plus démunies dans nos sociétés, et sachant que c'est des électeurs, hein, il y a un avantage, entre guillemets, direct pour le faire. Et cette gauche-là, donc, hein, l'appellation comique que je lui donne, c'est la gauche Mère Teresa. Hein? C'est la gauche aidons les pauvres, essentiellement. Pas juste ça, là, mais aidons, hein, les gens qui en ont plus de besoin. Et ça a sa place, bien sûr, à l'intérieur d'un mouvement progressiste. Sauf que, au détriment de la gauche Mère Teresa, hein, il y a une autre gauche qui s'est trouvée à être finalement négligée. Et cette gauche-là est tout aussi importante que la première, et peut-être plus à certains égards, parce que cette gauche-là s'attaque aux causes plus structurelles des inégalités dans nos sociétés. Et autrement dit, hein, cette gauche-là prend la société peut-être plus dans son ensemble pour s'attaquer vraiment à la racine du problème. Hein. Et vous verrez que je lui ai donné un nom qui est plutôt comique aussi, hein, mais que cette gauche-là, essentiellement, hein, va pencher son activité davantage vers les riches, hein, et davantage vers les exploiteurs, les riches et les personnes qui abusent finalement de leur position que leur donne le système économique actuel, hein, et tenter de contrôler, de réguler, de limiter ce pouvoir-là, mais les grands mouvements de cette gauche-là, parce qu'il y en a quand même eu dans l'histoire, notamment aux États-Unis, il y a eu des luttes contre l'oligarchie américaine, hein, à certaines époques, mais c'est plutôt l'exception, hein, mais il y a quand même eu ces luttes-là, et dans ces moments-là, hein, on a tenté de limiter directement le pouvoir de l'oligarchie elle-même, puis on a réussi à faire diminuer la puissance de cette masse ou ce groupe de personnes-là. C'est pas exactement une masse dans le sens de la masse de la population, mais c'est quand même un bon nombre de personnes. On a réussi à faire diminuer le pouvoir de ces personnes-là et puis un peu mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Hein. Et cette gauche-là, donc, qui va s'attaquer plus à l'autre versant de la chose, hein, elle est indissociable, en fait, d'une gauche qui se tient et qui est logique. Hein. Il ne s'agit pas, là, juste, excusez-moi, là, je vais faire référence à une formation politique, mais il ne s'agit pas juste d'ajouter un palier d'imposition au Québec. Hein. Il s'agit d'aller un peu plus loin que ça. Hein. Et cette gauche-là, donc, va, disons, pas juste, autrement dit, financer un programme politique ou un projet politique ou un projet de service social de cette manière-là. Puis justement, la pauvreté de cette gauche-là au Québec et ailleurs est symptomatique du système lui-même, hein, parce que c'est cette gauche-là qui dérange beaucoup plus. Hein. Les oligarques, finalement, dans une certaine mesure, ils ont intérêt à ce que la population ait des miettes, hein, parce qu'ils ont intérêt à ce que la population puisse survivre, puis que les gens soient relativement heureux, puis que leur propre pouvoir, de cette manière-là, peut être plus obscurci aux yeux de la population. Hein. Mais une véritable gauche va bien sûr concilier les deux, hein, mais ne va pas négliger ce second aspect-là, hein, qui peut être le premier même en termes d'importance, et va peut-être justement, hein, du fait du déséquilibre qu'il y a dans nos sociétés, mettre plus l'accent ici. Hein. Cette gauche-là est pratiquement présentement inexistante. Hein, il n'y a pas de... c'est-à-dire, je parle au Québec notamment, qui est quand même un petit État, hein, mais même si on va ailleurs, hein, oui, il y a un petit peu cet élément-là, mais disons que c'est pas, en termes de puissance politique, c'est limité. Sauf que, hein, il y a quand même des éléments, puis il y a des ressurgences à un moment donné
où cette gauche-là prend un peu de vigueur. Puis là, présentement, on est probablement dans une phase où elle est en train de prendre un peu de vigueur. Si on regarde Mélenchon, par exemple, en France, hein, c'est une personne qui s'inscrit davantage en équilibre entre ces deux gauches-là, hein, et qui va avoir une gauche aussi où on va mettre de l'ordre, on va vouloir mettre de l'ordre à l'intérieur de l'oligarchie, essentiellement. Hein. Mais encore que, faut voir ce que ça va devenir, t'sais, parce que la tendance facile, hein, c'est de devenir une gauche de service, puis une gauche Mère Teresa, puis d'oublier cet aspect-là. Cet aspect-là, hein, je lui donne encore une fois un nom comique, mais c'est un peu pour illustrer aussi la dualité à l'intérieur de ce progressisme-là. J'appelle ça la gauche Che Guevara. Hein? Puis donc, la gauche Che Guevara, c'est la gauche qui veut mettre de l'ordre dans l'oligarchie. La gauche Mère Teresa, c'est la gauche qui veut aider les gens qui souffrent plus à l'intérieur du système. Et si on peut avoir un mariage qui est plus éloigné en termes d'idéologie individuelle que celle-là, mais qui se retrouve quand même, hein, il faut justement tenter d'imaginer un mariage entre Che Guevara et puis la Mère Teresa. Hein. En termes chaste et idéologique, mais en termes... bon, tu sais, c'est une figure qui est drôle, mais finalement, c'est un peu la vraie gauche, c'est ça. Hein, et on a négligé à cause de l'importance de l'oligarchie puis du fait que l'oligarchie veut pas ça, hein, essentiellement, on a négligé la gauche de Che Guevara au profit d'une gauche solidaire, hein, oui, mais qui devrait aussi être un peu plus courroucée, hein, et militante par rapport aux excès de l'autre côté et en comprenant bien que sans... Tu sais, on n'a pas de... On peut pas avoir... c'est-à-dire, on ne peut pas avoir une société juste, hein, où on a beaucoup de pauvres et très peu de riches. Hein. Et on ne peut pas régler le problème de la pauvreté si on ne règle pas le problème de la richesse excessive. Hein. Ces deux choses-là, la raison même de l'enrichissement de ces personnes-là, c'est parce qu'à quelque part, il y a une exploitation à l'intérieur de la logique même du système capitaliste. Il faudrait en reparler de ça, mais l'État peut du moins jouer un rôle. Le système lui-même économique a un problème, tu sais, mais l'État lui-même peut jouer un rôle pour corriger ça, dans une certaine mesure, hein, et doit jouer un rôle comme ça. Hein. Et donc, on ne peut pas dissocier les deux. Tu sais, la personne qui mendie à Montréal, puis le gars avec des millions de dollars qui a fait carrière dans une profession X, hein, ou une fonction X, c'est deux aspects du même problème. Hein. Un peu comme Che Guevara puis Mère Teresa, c'est deux aspects qui semblent distants, mais qui finalement se retrouvent. Hein. Ça peut peut-être se donner un peu un doigt, sans peut-être se donner toute la main, pour unir les deux personnages. Mais ces deux figures-là aussi, celle de la personne trop riche, hein, et celle de la personne trop pauvre, vont ensemble. Hein. Et c'est important de le comprendre, pas juste, c'est-à-dire que c'est important de le comprendre pour les personnes les personnes riches qui sont dans une situation comme ça. C'est pas de la pitié dont on a besoin, hein, c'est de la justice. Et cette situation-là dans laquelle vous êtes, hein, si vous êtes dans une situation d'aise, disons, comment on pourrait dire, qui n'est pas nécessaire, hein, d'une richesse qui est excessive finalement, qui est pas de l'ordre de la nécessité, mais d'un ordre de l'ego et du pouvoir, votre propre mode de vie, hein, et vos propres idéaux, hein, sont la raison pour laquelle il y a des gens qui souffrent encore dans nos systèmes politiques, dans nos sociétés plus avancées. Bien sûr, il y a des raisons individuelles, je sais que vous allez mettre l'accent là-dessus, vous allez dire oui, mais ils ne travaillent pas, puis il y a de la lait, tatata. Hein? Sauf que c'est pas totalement vrai, puis vous ne travaillez pas au point où vous méritez, hein, le montant d'argent que vous avez, et il y a des moyens plus efficaces que d'autres disons, que s'assurer qu'il y a une justice des deux côtés aussi. Il ne faut pas juste penser que c'est seulement les riches qui doivent faire des sacrifices. Il y a aussi quand même une certaine responsabilisation du reste de la population qui est nécessaire, hein, de certaines franges, et qu'il faut les accompagner là-dedans, mais il ne faut pas négliger que la justice, c'est aussi des deux côtés. Hein. Mais il ne faut certainement pas négliger le fait que l'excuse, hein,
ne vaut pas, hein, du côté des riches, en ce sens que le mal et le tort que font ces accumulations énormes-là de sous sont injustifiables et sont disproportionnés par rapport aux petits torts personnels qui peuvent subvenir dans une société qui maltraite et qui exclut finalement des gens comme ça, hein, de la société, de la respectabilité sociale par ces mécanismes-là. Donc, hein, ceci pour dire, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long que ça. En fait, mon idée, c'était de parler d'autre chose dans cette présentation aussi. Mais, donc, hein, on a cette gauche-là qui est elle-même tronquée un peu, hein, puis qui concentre sur un des deux côtés. Hein? Puis on le voit clairement au Québec. Je n'ai pas besoin de nommer une formation politique, là. Hein? Y a une gauche qui... par respect pour les personnes fondatrices de ce mouvement-là, je lui accolerai pas le titre Mère Teresa, mais il faudrait, pour être réaliste. Hein. Par respect pour les idéaux, je pense, personnels de cette personne-là, je ne dirais pas. Mais c'est clair que ce parti-là au Québec, hein, va dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut, c'est une gauche Che Guevara. Hein. Il va falloir qu'il y ait une gauche qui veuille aussi remettre de l'ordre. Hein. À l'intérieur de l'oligarchie et finalement éliminer cette classe sociale-là, hein, et bien signifier qu'on ne peut pas avoir d'oligarchie dans une société démocratique. Ça va de soi. On ne peut pas avoir une richesse excessive. Il va falloir que nos sociétés définissent c'est quoi l'excès, hein, mais on ne peut certainement pas avoir une richesse comme celle-là dans une société qui se veut démocratique. Ça a été dit auparavant, hein, ça a été dit par un cours de la juge suprême aux États-Unis qui s'appelait Louis Brandeis. Pas comment le dire en bon anglais, là, Brandeis, hein, qui disait on peut avoir l'oligarchie ou on peut avoir la démocratie, mais on ne peut pas avoir les deux. Hein. Puis Brandeis était quand même peut-être un peu plus respectable en tant qu'apparence, du moins que je le suis. Hein. Et c'était une personne qui avait fait face, hein, dans sa carrière à cette oligarchie-là, puis qui savait comment elle fonctionnait, hein, qui savait c'était quoi sa logique, ses idéaux, ses valeurs, puis ses vices. De manière très, très claire, là, en tant qu'avocat de certains mouvements ou avant de devenir juge à la Cour suprême, Brandeis a fait face, hein, à cette institution-là. Puis ça aussi, c'est important de le mentionner. Il va falloir que dans une société plus inégalitaire, hein, il y a des camps qui sont plus secs, plus divisés. Mais à cette époque-là, aux États-Unis, quand il y avait justement une lutte contre l'oligarchie, hein, il y avait des banquiers qui faisaient partie de cette lutte-là. Comme Mariner Eccles, qui était chef de la réserve fédérale dans le temps de Roosevelt. Là. Eccles, là, il était quand même capable de tordre le bâton. Attends, hein? Il connaissait bien le système financier pour en avoir fait partie auparavant. Hein? De mémoire, il avait hérité d'une banque, je pense, du côté de son père ou quelque chose comme ça, où il avait du moins émergé dans ce secteur-là. Mais c'est quelqu'un qui proposait, durant la Seconde Guerre mondiale, un revenu maximum. T'sais, mettez ça dans la bouche de la Réserve fédérale aux États-Unis présentement, puis ça créerait sans doute des variations fort importantes sur Wall Street, hein, en termes des petits chiffres ça, qui les intéressent tant. Mais ceci pour dire que, hein, à l'intérieur de différentes élites au Québec, il va falloir qu'on développe, qu'on retrouve finalement cette noblesse-là, hein, puis qu'il y ait des gens dans ces secteurs-là qui soient capables de bien comprendre qu'on a besoin d'eux, hein, qu'un véritable changement, hein, ne peut pas se faire seulement par la base. Il faut être absolument clair, là, qu'il va falloir avoir des appuis parmi des gens qui ont parfois du statut, parfois des positions, mais surtout l'éducation, hein, et un peu de pouvoir, il ne faut pas se le cacher, hein, de crédibilité sociétale pour renforcer un peu leur prise de position. Bon, ceci dit que, puis ça c'est l'intro, puis ce qui est drôle, hein, c'est que dans le fond, je vais prendre tout ça, puis on va le redigérer un peu, mais on va voir que toute cette gauche-là, hein, qui veut finalement régler le problème des humains entre eux, elle a un petit problème depuis 40 ans. Hein. Puis ce progressisme-là, donc pour l'élargir peut-être un peu plus, pour les gens qui se qualifieraient peut-être pas, enfin, pro de gauche, là, c'est un peu des termes qui deviennent vieillots à la langue, là. Mais donc moi j'appelle ça le progressisme, hein, que cette grande
famille des progressistes-là, hein, avec des progressistes qui sont sur des questions, qui ne sont pas sur d'autres, qui mettent l'accent sur telle affaire, sur telle autre, hein, depuis deux siècles pratiquement, hein, ces grandes questions, ça a été, est-ce qu'on va du côté de Mère Teresa ou est-ce qu'on va du côté de Che Guevara? Et il y a des moments où l'un ou l'autre a émergé. Sauf que depuis 40 ans, on a une autre forme de progressisme qui doit transcender celle-là elle-même, hein, et qui doit la mettre au second plan. Et ce progressisme-là, c'est l'écologisme. Hein. Le progressisme, donc, vu sous cet angle-là, c'est finalement les personnes qui, dans la société, hein, vont essayer d'avoir une perspective plus désintéressée et de faire ce qui est juste. Hein. Et donc, il faut avoir un désintéressement par rapport à ses intérêts pour reconnaître qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus d'appui, hein, que soi-même, hein, pour certaines personnes. Et c'était une vertu, hein, c'était bien. C'était bien d'aider les exclus dans notre société. Le problème, hein, c'est que depuis 40 ans, on est en train de réaliser qu'il y a d'autres exclus, qui sont les autres formes de vie sur la Terre, hein, puis qu'on est en train de les écraser comme des sauvages, et que nos exclus, finalement, sont importants, hein, puis que nos excès de l'autre côté sont importants aussi, mais que ça, c'est en train de devenir plus important. Et donc, le nouveau progressisme, hein, va mettre l'écologie avant la solidarité, va mettre l'écologie avant aider les autres, avant même peut-être régler certains problèmes à la tête, malgré que ça fait partie du problème écologique aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger, puis rejeter, puis devenir des sauvages par rapport aux personnes moins fortunées dans notre société, mais en termes d'importance, hein, l'animal dans le bois a plus d'importance que le pauvre à Montréal. En ce sens que, oui, je comprends qu'émotionnellement, là, ce que je viens de dire, c'est que c'est atroce à entendre pour certaines personnes. Puis ça me réjouit pas de le dire. Mais l'animal souffre plus, hein, en tant qu'espèce, puis en tant qu'être vivant, hein, qui perd qui perd son lieu d'existence, qui est pollué, qui ne comprend pas, hein, l'animal dans le fleuve Saint-Laurent aussi. On peut penser au beluga, mais il y a plein d'autres animaux dans le fleuve Saint-Laurent, vous vous en doutez, hein? Mais cette vie-là, hein, souffre plus que la souffrance qu'il y a à l'intérieur même de nos sociétés. Ça ne veut pas dire qu'un mouvement progressiste aujourd'hui doit négliger ça, mais ça doit dire qu'on doit prioriser, hein, le véritable désintéressement, puis c'est pour ça que je parlais du désintéressement, ça va être de dire, l'espèce humaine, oui, ça a sa place, mais sa place, il faut qu'elle soit réduite. Hein? Et il va falloir laisser plus de place aux autres formes de vie sur la Terre et retrouver un équilibre. Et que ça, c'est prioritaire sur les désagréments sociaux qui peuvent en découler. Hein? Ceci dit, entre ces deux questions-là, il y a un lien qui est organique, qui est intime. Hein? Il y a un lien c'est comme ça, c'est comme les deux mains. Il y a pas de, on peut penser qu'il y a une main d'un côté, une main de l'autre, mais les deux mains se rattachent au corps et éventuellement doivent se mettre ensemble. Hein? Et dans donc la refonte de nos sociétés autour d'un idéal écologiste, hein, pas juste écologiste, là, recyclage à la maison, mais écologiste un peu plus que ça. Là. Je parle de ce qu'on appelle dans un certain langage du deep green, hein, c'est-à-dire du vert profond, du vert foncé, comme on pourrait dire au Québec. Hein. Dans une perspective de vraiment changer la société en profondeur sur cet aspect-là, il y a bien sûr un ensemble d'autres changements sociaux qui vont être nécessaires. Hein. Pour illustrer un peu la chose, tu sais, je sais que c'est provocateur ce que je vais dire. Je sais que ça va déranger les gens, mais il faut quand même, je pense, être honnête. Hein. À mon avis, hein, puis bon, je peux peut-être être un peu comme me lancer dans la polémique entre guillemets, tu sais. Je sais que toute la gauche actuellement se concentre, hein, est encore une gauche Mère Teresa. Puis donc, c'est cette gauche-là que je suis en train de dire, réveillez-vous, il y a un problème. Il faut qu'on change de perspective.
il faut qu'on soit plus équilibré sur nos perspectives. Il faut qu'on reprenne un peu du Che Guevara et qu'on reprenne aussi de, je ne sais pas comment le nommer, c'est cette gauche-là, mais de la gauche écologiste. Et donc du désintéressement face aux problèmes écologiques. Et de ce progressisme-là. L'écologie est le nouveau progressisme. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que il va falloir qu'on comprenne que les gens les plus démunis dans notre société, premièrement, sont exclus socialement du fait de la survalorisation de l'argent. Si tout le monde était un peu plus pauvre, ces gens-là se sentiraient mieux, parce qu'ils seraient plus dans la norme, tout simplement. Ils seraient plus près de la moyenne, si on peut dire. Et c'est davantage vers une société, justement, qui consomme moins, puis qui s'attaque donc à la surconsommation qu'il y a dans la classe élevée qui alimente l'idée qu'on peut consommer à l'infini, et aussi dans la classe moyenne qui, en imitant ces idéaux-là, veut avoir plus. Donc, c'est en s'attelant à corriger le problème-là que se trouve le gros du travail à faire. Oui, il y a des gens qui manquent de tout dans notre société, mais bon, tu sais, il y a quand même des sociétés, il ne faut pas le reconnaître, faut pas se le cacher, qui sont beaucoup pires. Tu sais. Et donc, tu sais, l'illustration que je voudrais dire, c'est que ça dépend il est où, mais entre augmenter le salaire minimum puis mettre en place un revenu maximum, puis mettre en place des mesures écologiques, la priorité doit être du côté des mesures écologiques puis du revenu maximum, et non pas du revenu minimum. Je sais que je me lance dans... Les pierres vont tomber sur moi quand je dis ça à gauche, là, mais c'est illustratif comme idée. Bon, on va dire comme ça pour que les pierres me fessent pas trop rapidement, puis tout en même temps pour que j'ai le temps peut-être de m'enfuir. Mais c'est illustratif comme idée. La mesure d'augmenter le salaire minimum, c'est une mesure Mère Teresa qui a sa vertu, il ne faut pas se le cacher. Sauf que la mesure de mettre en place un revenu maximum puis une fortune maximale, c'est des mesures qui sont Che Guevara. Et puis, il faut donner un peu plus de place à ça pour équilibrer la gauche sociale elle-même. Mais en plus, la perspective de faire ça, c'est pas de mettre en place un plafond pour ensuite distribuer l'argent partout dans la classe moyenne. T'sais. Peut-être un peu à la classe qui nécessite le plus, mais c'est surtout de se libérer des ressources pour changer notre société. Et pour la transformer, pour arrêter de détruire l'environnement. Et que c'est ce progressisme-là qui est le progressisme de notre génération. Et l'ironie, la raison pour laquelle, enfin, pas l'ironie, mais tu sais, faut le dire ça, puis que les gens le comprennent. Mais ensuite, portez votre regard vers le système politique, puis vous allez voir qu'en fait, ce que je viens de dire n'est pas vraiment là. On est encore au stade de Mère Teresa avec un tout petit peu de Che, mais pas dit ben fort, tu sais. Puis les mesures écologistes, excusez-moi là, mais c'est maigre. Même dans les formations qui voudraient se donner cette étiquette-là, c'est maigre. C'est pas fort. C'est pas assez. Et il va falloir aller plus loin, il va falloir aussi être capable d'organiser une société, puis pas vivre dans un monde où on s'imagine que tout va être facile. Il va falloir prendre des décisions difficiles et que les citoyens aussi soient conscients de ça. Notre vie va devoir changer. On va avoir une vie peut-être pas plus compliquée en fait, puis peut-être pas moins confortable, peut-être plus simple, tout simplement. Peut-être moins de préoccupations, puis moins d'obsession pour les choses matérielles. Mais au point de vue politique, il va falloir mettre des points sur des i. Dans le système électoral, duquel cette gauche Mère Teresa-là fait partie, il n'y a pas tellement de place pour une gauche Che Guevara, puis il n'y a certainement pas de place pour un véritable mouvement écologiste, un véritable parti de vert profond ou de vert foncé. Parce que la logique même de ce système-là va à l'encontre de tout ça. Puis donc,
encore une fois, l'utilité d'avoir des citoyens qui peuvent raisonner, auxquels on peut parler et qu'on peut leur dire, voici notre lecture de la société. Si vous êtes d'accord avec cette lecture-là, une fois qu'on s'entend là-dessus, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Mais déjà, on peut faire le lien que ce qu'on va faire va être d'une autre nature que si on ne comprenait pas cette réalité-là, ou si on ne l'accepte pas, ou si on a une autre conception de la chose. Puis donc, tout ça pour dire que, là, j'ai mentionné cette chose-là quand je parlais de cette idée-là précédemment, je mentionnais une institution au Québec qui représenterait politiquement les intérêts de la nature elle-même. Ce pas-là, j'oserais espérer qu'il n'est pas si loin que ça dans notre mental, dans notre conception de la chose. Mais quand on regarde la réalité politique, il faut se dire qu'on est quasiment à des années-lumière de ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, parce que justement, si on peut le comprendre, on peut prendre des pas de géant. On peut se dire, on met en place une assemblée constitutionnelle, fini le niaisage, puis le politicaillage de niaiseux, là, puis on va se poser les grandes questions, puis on va faire le mieux possible pour avoir les bonnes réponses. On peut faire ça. C'est possible de le faire, c'est même nécessaire de le faire. Mais il ne faut pas se cacher qu'il n'y a pas place à ça dans notre régime politique électoral. Impossible. Et donc, si vous voulez vraiment un changement profond, appelez pas votre député, financer une assemblée citoyenne. Mettez des sous de côté pour qu'on puisse organiser des expériences comme ça au Québec et qu'on puisse en venir à changer le système politique. Parce que le blocage, puis il y a plein de monde qui le reconnaissent autrement, mais peut-être pas avec la même capacité de suggérer des solutions. Mais le blocage est dans le système politique. On a pensé, il y a 40 ans, qu'on serait capable de convaincre les gens, puis on a considéré le système politique comme étant plus ou moins neutre. Les gens ne sont pas idiots, mais quand même, ils ont essayé de suivre la voie du système politique. Et on s'aperçoit que c'est une faillite, que ça ne marche pas, et que la société et les gens qui mènent notre société continuent d'aller dans l'autre sens. Pour changer le problème, là, il faut qu'on commence à sérieusement, pas juste sur la bande puis dans des discussions de cuisine, mais qu'on commence à comprendre puis à aller vers le sens d'un changement du régime politique lui-même, où on peut finalement avoir une discussion de raison dans notre système politique, puis pas seulement des discussions d'intérêts mesquins de l'être humain qui en veut plus chacun de son côté. Il va falloir qu'on en vienne à ça. Et donc, tout ça pour expliquer que le progressisme qu'on a est en train de changer, parce que ce que je suis en train de dire résonne là. Je suis conscient que les gens se disent « Hey, c'est quand même... » Ils réalisent, peut-être sans le formuler de la même manière, mais on réalise ce que je suis en train de dire. Sur la partie Che Guevara, j'apporte peut-être un peu de nouveau. Mais sur la partie écologie, là, il y a du toc-toc scientifique. Là, on knock on wood, comme ils disent en anglais. On sait que ce que je suis en train de dire est raisonnable et est sensé. Et donc, on peut avancer. Mais certainement, il va falloir, justement, il va falloir oser. Faire ce qui est bien, puis oser aller de l'avant, et puis arrêter de se plaindre puis de s'imaginer qu'on n'a pas le pouvoir. Dans un système comme le nôtre, on peut prendre le pouvoir, et c'est notre responsabilité de le faire quand les gens qui ont été là ont failli à la tâche. C'est notre responsabilité de prendre le pouvoir et puis de l'assumer avec les difficultés qui vont avec la charge qui va avec, et de mener nos sociétés vers un but qui est honorable, qui respecte, autrement dit, la conscience qu'on a en tant qu'être humain de la réalité de nos actes puis de notre présence sur la planète Terre. Donc, je pense que je vais m'en tenir à ça pour cette présentation-ci. C'était pour faire un petit peu c'est une idée qui me semblait intimement liée, cette idée-là d'une assemblée où on représenterait éventuellement les intérêts de la nature. Et ça explique comment il y a une transformation de la pensée qui doit se faire aussi de manière concomitante. Donc, je m'en tiens à ça, et puis, écoutez, là, je suis en train de faire un ajout à une autre présentation, fait que j'ai pas en mémoire exactement ce qui suit, mais suivez les chiffres avec les décimales, puis vous allez arriver à bon port.